Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Il est âgé de 4 ans et déjà victime d'une maladie rare. Sorti des entrailles de sa mère avec une blessure sur le dos, le petit prénommé de Porres est victime de ce que les spécialistes de la santé appellent spina bifida. Cette anomalie congénitale caractérisée par un défaut de développement ou encore de fermeture de la moelle épinière d'un enfant dans l'utérus. C'est ainsi qu'on peut qualifier, en tout cas, qu'on peut définir cette pathologie que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure avec nos invités qui vont être sur ce plateau pour ce qui est de la deuxième partie. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de cette édition de Regard social. Bienvenue à tous. Avec nous, justement, nous avons un cas d'école, une maman avec son fils âgé de 4 ans sur ce plateau. Il est malade, il est né malade, on va le dire, parce qu'à partir notamment des explications que nous a données sa maman, Mirabel. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Vous êtes la maman de Porres. Oui. C'est son prénom? Oui. Oui. Alors, il est âgé de 4 ans. Oui. Il est malade. De quoi souffre-t-il? Il souffre d'une maladie au niveau des reins. Au niveau des reins, il a une blessure au dos. Pour la blessure, je ne sais même pas comment ça a commencé. Puisque son père m'avait demandé, quand il était enceinte, son père m'a demandé de retirer cet enfant. Je lui ai dit non, qu'il ne peut pas retirer cet enfant. Que lui, il a une femme qui l'a enceinté dehors, que c'est celle-là qui va accoucher. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais moi aussi, je vais garder mon enfant. J'ai gardé l'enfant. Comme j'ai dit qu'il vais garder l'enfant, il ne s'occupait pas de moi. Il n'avait pas mon temps. Je suis restée. Je faisais mes besoins moi-même. Quand il sortait, même il partait dehors dormir. Il rentre le matin. Il vient même en sifflant même. Il commence à chanter. Il n'avait pas le temps. Jusqu'à 5 mois. C'est à 5 mois que j'ai commencé les visites. Moi, j'ai fait les visites 2 fois avant d'accoucher. J'accouche l'enfant. L'enfant sort avec une blessure au dos. Bon. J'ai demandé au docteur que c'est quoi ça. Le docteur m'a dit qu'il ne connaît pas. C'était dans un hôpital, un dispensaire. Il nous a fait rentrer à la maison. Arrivé à la maison, on a fait au moins 3 jours à la maison. L'enfant a commencé à pleurer. L'enfant faisait que pleurer, 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 pleurer. On ne connaissait pas ce qui c'était. Bon. On a maintenant pris l'enfant amené à l'hôpital. Dans un grand hôpital. Arrivé à l'hôpital, on nous a dit, le docteur a regardé, il a nettoyé l'endroit, bandé. Il nous a donné 4 jours, qu'au 4e jour, qu'on est déjà à Bamenda, en Djiniko, pour le soin de l'enfant. Arrivé à la maison, on dit aux parents de son père. Les parents de son père ont dit que leur fils n'a pas l'argent, qu'il n'y a pas les moyens. On est resté peut-être 3 jours après. L'enfant ne faisait que continuer à pleurer. Il ne têtait pas. Ok. Alors, vous êtes resté avec la grossesse pendant que le papa est parti et vous abandonnez avec cette grossesse-là. Oui. Que vous avez dit. Oui. Alors, c'est au 4e mois, que vous avez, au 5e mois que vous avez commencé les visites. Oui. Les visites prénatales. Vous êtes allé 2 fois. 2 fois seulement. Oui. Avant et on n'a pas constaté d'anomalie entre-temps. Non. Lorsque vous êtes parti. Lorsque vous avez accouché, le papa n'était plus là. Et vous êtes resté avec l'enfant qui est né avec une blessure au niveau de son dos. Oui. Vous êtes seul avec cet enfant. Ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Avec le même père. Oui. Il a reconnu l'enfant? Ah, il reconnaît l'enfant. Mais il ne s'occupe pas de lui. Il ne s'occupe pas de lui.
Vous êtes toujours dans la même maison? Non. Je suis allée retrouver mes parents. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a vu la blessure de l'enfant? Lorsqu'il a vu la blessure de l'enfant, il a dit que les trucs comme ça ne se trouvent pas dans leur famille. Que dans leur famille, il n'y a pas les trucs comme ça. Moi aussi, je lui ai dit que dans notre famille aussi, il n'y a pas les trucs pareils. Donc nous, on était au milieu. On ne savait pas quoi faire. Après ça, je me suis rendue chez un traitant traditionnel. Le traitant aussi mâchait les écorces pour donner à un enfant qui n'a même pas encore 3 mois. Et il versait aussi les écorces sur l'endroit, jusqu'à ce que l'endroit s'était fermé. À l'hôpital, on vous a dit que c'était quoi? Qu'il souffrait de quoi? À l'hôpital? Oui. Là, à l'hôpital, on nous a plutôt envoyé dans un autre hôpital, à Ndinicom, à Bamenda. Oui. Arrivé là-bas, on nous a rien dit de bon. On nous a plutôt dit qu'on rentre avec l'enfant. Arrivé à la maison, quand l'enfant aura 6 mois, on retourne avec lui à Bingo. Et vous êtes reparti? On n'est pas reparti parce qu'il n'y avait pas les moyens pour retourner encore là-bas. Il n'y avait pas l'argent. Est-ce que le premier enfant a les mêmes problèmes? Non, on n'a pas les mêmes problèmes. Alors, je constate que ses pieds sont déformés. Ses pieds sont déformés. À côté de la bosse qu'il a sur le dos? Oui, c'est à cause de la bosse. C'est ce qu'il voit. C'est à cause de la bosse? Oui. C'est ce que le médecin vous a dit? Oui, que c'est à cause de la bosse. Et c'est comme ça que ça lui fait beaucoup chier et beaucoup pisser. Donc par jour, il peut même pisser. On ne peut même pas compter le nombre de fois qu'il pisse par jour. Vous parlez souvent avec lui? Avec l'enfant? Oui. Oui, je parle souvent avec lui. Il vous raconte quoi? Il me dit souvent que je retire ce qui est sur son dos. Que pardon, maman retire ce qui est sur mon dos. Qu'il voit ses frères, ils n'ont pas les trucs comme ça sur leur dos. Quand il dit ça, il me met seulement à pleurer. Il me fait seulement pleurer. Je lui dis que je n'ai pas de moyens pour faire ce travail. Mais que par la grâce de Dieu, peut-être que le Seigneur va nous aider un jour. Et il demande même de fréquenter. Il dit souvent qu'il va aller à l'école. Je lui dis qu'il ne peut pas aller à l'école. Tant qu'il est comme ça, il ne peut pas aller à l'école. Quand vous sortez avec lui, par exemple, pour une balade ou alors faire un tour chez quelqu'un de votre famille, qu'est-ce que les gens disent? On se moque de vous? Les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de lui. Quand on fait ça, ça me met mal à l'aise. Et les enfants aussi lui fuient souvent quand il fait le jeu avec eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent pour sa prise en charge, pour son opération? C'est ce que le médecin vous a dit? Oui. Et la famille n'a pas cotisé? Non. Je suis que dans une famille pauvre. Ma famille n'a pas les moyens. D'accord. C'est le petit Deporès qui est âgé de 4 ans. C'est votre deuxième enfant. Oui. Maintenant que le papa vous a abandonné, vous vivez avec lui comment? Vous faites comment pour le nourrir? Moi, je suis que cultivatrice. Pour le nourrir, j'attends souvent ses frères rentrer des classes avant d'aller chercher de quoi manger. Parce qu'on ne peut pas le laisser seul à la maison et partir. Son état vous empêche de vous mouvoir aisément. Oui. Alors, vous êtes venu à Regard Social. C'est pourquoi? C'est pour que les gens de bonne volonté puissent m'aider, puissent aider mon fils.
de Porres. Il vous a dit qu'il veut retourner à l'école. Il va aller à l'école en tout cas, puisqu'il voit ses amis, ses enfants. Ça lui met mal à l'aise. Et vous vous avez dit qu'il faut, vous allez vous battre pour qu'il soit comme les autres? Oui. Vous appelez de temps en temps son papa? J'appelle. Lorsque vous l'appelez, il vous dit quoi? Qu'on ne lui dérange pas. Seulement pour lui ou alors pour les deux enfants? L'aîné aussi? Pour les deux. Vous souffrez avec cet enfant parce que vous n'arrivez pas à vous mouvoir, à faire quoi que ce soit pour l'élever. La famille n'a pas de moyens pour sa prise en charge. Vous êtes venu à un regard social pour tendre la main aux âmes de bonne volonté qui vous regardent et pour qu'ils vous accompagnent dans la prise en charge de cet enfant, de Porres. C'est son nom, son prénom. Et il est âgé de 4 ans, il voudrait aller à l'école comme les enfants de son âge. Il porte donc une pathologie rare, on va le dire, puisque nous saurons davantage tout à l'heure lorsque nous allons recevoir les experts sur ce plateau. Mais je vous invite à suivre dans un instant l'enquête qui a été menée dans l'environnement immédiat de cet enfant et ses parents. Vous verrez que c'est difficile, très dur d'ailleurs, de vivre avec un enfant qui a une pathologie comme celle que traîne donc, le petit de Porres. C'est une enquête qui a été menée avec la caméra du chef opérateur Samuel Toufa, l'inépuisable, et avec la voix de Julien Beth Bissay et une touche particulière de Danny Warenze 2. Juste après, nous allons accueillir les experts. Du moins, pas à son âge, le constat fait. Malheureusement, les finances ont fait défaut. On nous a renvoyé de partir d'abord rester avec lui pour qu'il puisse au moins savoir 3 mois à 4 mois. Pour qu'on retourne avec lui à Bingo, toujours à Bamenda. Et je ne suis pas là à Bingo parce qu'il n'y avait pas de moyens. On n'avait pas d'argent. Il nous a plutôt transférés à Bamenda. La génitrice, soucieuse de l'avenir de son fils, n'est pas restée bras croisés après le constat fait. Malheureusement, les finances ont fait défaut. On nous a renvoyé de partir d'abord rester avec lui pour qu'il puisse au moins savoir 3 mois à 4 mois. Pour qu'on retourne avec lui à Bingo, toujours à Bamenda. Et je ne suis pas là à Bingo parce qu'il n'y avait pas de moyens. On n'avait pas d'argent pour lui ramener là-bas. Dans la famille, c'est le choc. Celui de voir un enfant naître avec une blessure sur le dos qui se transforme plus tard en une bosse inquiétante. Quand j'étais enceinte, j'ai fait les visites prénatales. Le docteur m'a dit de faire l'échographie. On n'avait pas l'argent pour faire l'échographie. Donc, jusqu'à ce que j'ai accouché. On a décidé à un moment donné de reprendre encore la voie de l'hôpital. Bon, arrivé donc à l'hôpital, le médecin nous a fait comprendre qu'il fallait procéder à une opération. Alors financièrement, on est abattu. On ne savait plus sur quel pied jouer. De Porres, c'est le prénom de cet enfant malade qui voit ses membres inférieurs se déformer au fil du temps, certainement à cause de la bosse qu'il traîne sur son dos et qui ne cesse de prendre du volume. Nous l'avions amené consulter des médecins avec examen établi pas de suite. Alors qu'à un moment donné, on a cru que c'était des trucs un peu mystiques. Bon, on a essayé de chercher dans toutes les voies des moyens, rencontrer les différents praticiens, toujours sans résultat. Donc vraiment là où nous sommes déjà débordés, épuisés financièrement, on ne sait plus sur quel pied jouer. Souvent, je le porte qu'à la main. Quand il refuse le dos, je lui tiens à la main. Parce qu'il ne marche pas bien.
il marche en tombant, il marche en tombant. Donc, il faut que quelqu'un tienne sa main pour qu'il puisse se mettre debout. Deporès est un enfant qui retient toutes les attentions au quartier comme ailleurs. Sa famille, qui vit sous le seuil de la pauvreté, est impuissante face à son mal. Quand je marche avec lui, d'autres personnes me disent qu'ils n'ont jamais vu ce genre de choses-là. Donc, d'autres personnes lui fuient même seulement. Il y a les gens qui lui fuient. Quand il veut affronter certaines personnes, on lui bouscule. On dit va. Certains parents au quartier disent qu'ils n'approchent pas leurs enfants parce qu'ils peuvent aussi leur contaminer ce genre de maladie. Tout ce qu'il a besoin, on lui fait seulement. Donc, il peut même pisser en une journée 5 fois, 6 fois, 10 fois même. On l'aide à tout faire. Il a beaucoup de problèmes. Quand il est malade, je ne sais pas quoi lui donner. Je me dis que peut-être que c'est la bosse le dos qui fait à ce qu'il est malade. Ses pieds sont tordus, donc je ne sais pas exactement ce que je peux lui donner. Donc sûr que c'est la bosse qui fait un truc comme ça. L'idée d'une maladie mystique dont les causes sont méconnues par les parents a même effleuré leurs pensées, d'où le séjour passé auprès des tradipraticiens qui malheureusement ont été incapables de solutionner le problème de l'enfant. Partout où nous sommes passés, chez les tradipraticiens par exemple, ils nous ont fait comprendre que c'était une maladie mystique. Nous, on a demandé à savoir si on pouvait vraiment parler à cela. Ils ont dit oui, qu'ils pouvaient faire à leur mieux. Bon, nous avions essayé de mettre tous les moyens qu'il fallait pour cela. Mais nous sommes toujours surpris qu'il n'y a pas d'avancement. La maladie ne fait que s'avancer du jour au lendemain. Dur pour cette maman de vivre avec son fils dans cet état. Morel, la tante du petit Deporès, n'est pas insensible. Moi aussi, je suis une maman. Donc quand je vois un enfant à son état, à son jeune âge souffrir comme ça me fait pas grâce. Il souffre beaucoup. Il souffre beaucoup ici à la maison. Donc j'ai trop pitié de lui. J'ai tellement pitié de lui. Donc les âmes de bonne volonté puissent nous aider, qui se rétablissent comme d'autres enfants. Parce que même pour jouer, c'est des problèmes. Quand il voit d'autres enfants jouer, pour jouer pour lui, c'est des problèmes. Il n'est pas bien pas à jouer. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? La famille se confie à vous pour non seulement tenter de comprendre le phénomène, mais aussi trouver la solution. Plus là maintenant, les petits moyens que nous avions eu à amasser pour cet enfant est épuisé. Alors nous ne comptons que sur des âmes de bonne volonté pour pouvoir nous venir en aide. Voilà donc, c'était un reportage qui démontre un peu, qui explique en fait le quotidien de cette famille, de cet enfant et ses parents. Voyez-vous, l'environnement difficile à vivre avec un bébé comme celui-là. Sur ce plateau, pour comprendre un peu la pathologie, nous avons Dr Tchale Clent. Bonsoir. C'est votre micro, vous l'utilisez. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes neurologue vasculaire, enseignant de neurologie donc, dans des facultés de médecine. Vous êtes directeur d'un centre médical spécialisé de neurologie également à Douala. Merci d'être venu. Merci. Vous êtes un parent. Oui. Vous avez vu un cas comme celui-là. Que dites-vous a priori? A priori, ce que je vais dire, c'est en suivant le reportage, donc j'ai retenu deux choses. La première chose, c'est la mystification de tout ce qui peut être compris simplement. Je pense que le premier hic est venu
du médecin qui aurait accouché cet enfant et qui dit « je ne connais pas ce que c'est ». Alors que le diagnostic était clair. Au moins, il aurait dû penser que c'est une ouverture sur la colonne vertébrale, même s'il ne sait pas ce que c'est que cette ouverture. C'est ça qu'on appelle spina bifida, c'est-à-dire la colonne spine qui n'est pas fermée, qui est une fente sur la colonne, ça s'appelle spina bifida. Et c'est une malformation qui est génétique, mais qui est favorisée par des facteurs environnementaux et qui est aussi favorisée par certains manques de vitamines. Donc on en parlera bien au profond. Merci d'être venu sur ce plateau. Avec vous, nous également, sur ce plateau, Dr Tagu Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes pharmacien biologiste et directeur d'un laboratoire d'analyse médicale également. Vous êtes un parent aussi. Oui. Si ça avait été... enfin, je ne vous souhaite pas ça, de toute façon. Non, bien sûr que non. C'est un enfant qui est né malade. Cet enfant n'aurait pas dû évoluer jusqu'à cet âge sans qu'on intervienne. Et c'est tout simplement l'absence du social qui fait qu'on se retrouve à cet état. Il aurait pu avoir des corrections, même partielles, pour favoriser une évolution, comment dirais-je, une évolution un peu normale de sa mobilité. Ce qui aurait favorisé également que cet enfant ne soit pas n'est pas d'a priori sur les autres qu'il trouve beaucoup qui sont dans des conditions différentes de la sienne. D'accord. Merci d'être également venu sur ce plateau pour partager avec nos chers téléspectateurs. Docteur Njengwe Herero, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est votre micro en tout cas. Oui. J'imagine qu'il est allumé et qu'on m'entend. Oui, on vous entend, 5 sur 5. Bonsoir Flavien et puis bonsoir aux copanélistes. C'est vrai que le cas qui nous est présenté ici, malheureusement, bien qu'on ait tendance à croire que c'est des situations rares, c'est malheureusement plus fréquent qu'on l'imagine. Et la fréquence élevée de situations comme celle-là est malheureusement aussi due à ce qu'on pourrait appeler des carences dans le dispositif de prévention qui permet de détecter suffisamment tôt des situations comme celle-là, que ce soit des malformations, des pathologies congénitales ou héréditaires, et éventuellement d'anticiper un traitement précoce pour en limiter les conséquences négatives qui surviennent et s'imposent ultérieurement. Et donc il est regrettable de constater dans un cas comme celui-ci que la probabilité que cette victime, la première victime est cet enfant, il y a d'autres victimes derrière, la mère et puis la famille, mais il est regrettable de constater que cette victime risque de s'enfermer de manière beaucoup plus prolongée dans quelque chose de l'ordre du handicap. Donc il va limiter son potentiel dans la vie, alors que si ces interventions précoces avaient été offertes, ça aurait minimisé les conséquences négatives du problème. D'accord. Devrait-on encore vous présenter? Je pense oui. Vous êtes psychologue clinicien. Et merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. En face de vous, Dr Kamta Claude Bernard, bonsoir. Bonsoir Fabien. Et merci d'être venu également. Vous avez suivi le reportage de Beth Bissaï qui relate un peu le quotidien de cette famille et surtout de cet enfant. Oui, ce que je peux retenir de ce reportage, c'est le fait que cet enfant a un handicap de naissance et en plus de ça, il y a un handicap social. Ça veut dire que la famille retire cet enfant, n'est-ce pas, de la société. Parce que cet enfant n'a pas de troubles mentaux. Pourquoi il ne va pas à l'école? Il y a des enfants handicapés qui vont à l'école, ne mettaient pas de la peine à cet enfant. Ne le regardez pas comme un malade.
cet enfant doit être socialisé, il doit aller à l'école. Et c'est ce que je peux retenir de ça. Et autre chose, cet enfant a eu beaucoup de chance d'arriver à cet âge avec une malformation pareille. Il serait mort de méningite ou il aurait eu des complications plus graves que ça. Et quand on regarde, il y a eu une épidémisation, n'est-ce pas, de cette lésion qui fait que cet enfant a eu beaucoup de chance. Donc, que les parents ne s'attendent pas à voir, je ne sais pas quoi, que cet enfant il a 4 ans. On a encore le temps de le rattraper, n'est-ce pas. Il sera un adulte un jour, il faudrait qu'il se prenne en charge. Vous comprenez? Donc, je pense que lorsqu'on isole cet enfant, il devient encore plus handicapé qu'avant. Donc, c'est ce que j'ai retenu de ce reportage. D'accord. Je rappelle également que vous êtes membre du Bureau de l'Ordre des médecins du Cameroun et vice-président du CIMEC, le syndicat des médecins du Cameroun également, mais neurochirurgien comme spécialité. C'est ce qui vous caractérise. Alors puisqu'on parle de... Dr Tchaler l'a dit tout à l'heure, vous avez parlé de spina bifida. Ce n'est pas bifida, voilà. Ce n'est pas une pathologie trop connue quand même si on rencontre plusieurs cas ou de plus en plus de cas depuis quelque temps. Comment est-ce qu'on peut définir ça? Spina bifida, ça vient du latin spina, qui veut dire épine, et bifida, qui veut dire fendu. Donc c'est tout simplement l'épine en neurologie représente la colonne vertébrale. Donc c'est une colonne vertébrale qui est fendue. La partie postérieure de la colonne vertébrale est constituée des épines qu'on appelle les apophyses postérieures. Et c'est ça qui permet, lors de la croissance, la fermeture et un canal au milieu à travers lequel va descendre la moelle épinière, qui est le prolongement du cerveau au niveau de la colonne. Et à partir de chaque segment de la moelle vont partir les racines nerveuses qui vont aller jouer le rôle soit moteur, soit sensitif au niveau des muscles qui sont des effecteurs. Donc ça suppose quoi? L'information part du cerveau, est véhiculée à travers la moelle, suit les racines et les muscles et effectue l'action. C'est-à-dire, je veux parler, mon cerveau me demande de parler. Alors, l'information va aller, donc les muscles buccaux vont faire le reste. Donc, dans le spina bifida, en fait, c'est une maladie qui est génétique, il y a une prédisposition génétique, et qui fait que la fermeture de l'épine qui se fait entre la 3e et la 4e semaine après la conception, c'est-à-dire la dame n'est même pas encore au courant qu'elle est enceinte. La fermeture doit se faire totalement. Alors, il y a des patients qui ont une prédisposition génétique qui font que cette fermeture-là, qui est commandée par une ADN, ne se fait pas. Et ça suppose que quoi? Il y a des facteurs prédisposants qui est la génétique, mais il y a des facteurs environnementaux, parce que, par exemple, si vous allez en Europe, vous verrez que à peu près, il y a 8% de spina bifida en Angleterre, et il n'y en a que 0,5% dans la population en France, mais au Canada, il y a 17%. Donc, il y a une variation géographique de spina bifida. Des études que nous avons menées dans notre environnement, soit par le professeur Ndiamchi à Yaoundé, soit par nous-mêmes à Douala, ont trouvé à peu près 2,5% de spina bifida, ou bien 2,5 pour 1000 naissances. Donc ce n'est pas aussi rare qu'on puisse le penser. Donc voilà, donc c'est ça le véritable problème. Et alors, lors de la fente ayant existé, la moelle épinière qui poursuit sa croissance va sortir par cette fissure qui existe. Et c'est cette moelle épinière qui se trouve dans la boule. Là, on appelle un méningo-myélocèle. Parce qu'il peut arriver des cas où ce n'est que l'enveloppe qui recouvre la moelle qui ressort. Ça s'appellera un méningocèle. Mais rassurez-vous, il y a des formes qui sont dites
occulta, fermés, qu'on retrouve dans 10% de la population, mais qui sont totalement asymptomatiques. Donc, ce n'est pas une maladie aussi rare puisqu'on veut le dire. Oui. Alors, docteur Kamta, docteur Tchalo a parlé de facteurs génétiques tout à l'heure, maladie génétique de toute façon, mais on sait quand même qu'il y a aussi, peut avoir d'autres causes. Il faut retenir que les causes même de spina bifida ne sont pas vraiment connues. Mais il y a des facteurs qui peuvent prédisposer. Comme on a dit, il y a des facteurs, comme le docteur l'a dit, génétiques, environnementaux, même alimentaires, et puis même médicamenteuses. Les patientes qui prennent des médicaments anticonvulsivants contre l'épilepsie peuvent, n'est-ce pas, développer ça. Pourquoi ça? Parce qu'il s'agit ici de, comme le docteur Tchalo l'a dit, il s'agit ici d'un problème génétique. Ça veut dire qu'il y a eu un manquement dans la fabrication de l'ADN. Et ça, c'est très visible dans l'environnement ou dans des situations où il y a des facteurs qui viennent empêcher, n'est-ce pas, inhiber peut-être des enzymes ou des coenzymes qui peuvent développer, n'est-ce pas, les acides nucléiques, qui peuvent aboutir à la création d'acides nucléiques. Donc, c'est multifactoriel en réalité. Donc, il n'y a pas de cause bien connue. Mais il y a des études, comme le docteur l'a dit, il y a des études qui ont prouvé que la vitamine B9, l'acide folique, une carence en acide folique prédispose, n'est-ce pas, à avoir des spina bifida. Parce qu'elle produit une coenzyme, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, le développement, n'est-ce pas, de certaines enzymes, de certaines substances, comme les acides nucléiques, qui sont responsables. Maintenant, si je voudrais apporter un élément, le docteur Tchalo l'a déjà dit, mais je voudrais un peu vous expliquer. On a deux types. Quand on dit spina bifida, c'est épine bifide en latin, comme il a déjà expliqué. Maintenant, on a deux types de spina bifida. Quand on dit spina, on parle plus de l'os. Maintenant, quand on dit épine bifide, il y a deux types de spina bifida. Il y a des spina bifida, comme il a dit, occulta. Ça veut dire que si on fait, si on fait une radiographie, n'est-ce pas, de la population, on trouvera qu'elle est très fréquente. Ça veut dire que les épines ne se sont pas totalement, elles sont séparées, mais elles n'entraînent pas des symptômes, n'est-ce pas, qui permettent aux patients de se plaindre ou des images visibles. Maintenant, il y a le spina bifida aperta, comme on peut dire. Ça veut dire qu'on voit, c'est-à-dire que vous voyez déjà dès la naissance, vous voyez une excroissance, une boule au bas du dos généralement. Et c'est dans ce cas qu'on a plutôt trois types. Deux types, il faut dire. Donc, le spina bifida myélo-méningocèle, ça veut dire que dans ce spina bifida, nous avons la moelle ou les racines nerveuses mal formées, et on a le spina bifida méningocèle. Le méningocèle, il n'a que des liquides céphalorachidien et très peu vraiment de cellules mal formées. Alors, quel est le cas que nous avons là? Le cas que nous avons là, c'est quand vous voyez déjà que l'enfant a des troubles sphinctériens. Ça veut dire que quand elle dit que l'enfant fait les urines toute la journée, il ne fait pas les urines toute la journée, il ne contrôle pas. C'est une incontinence urinaire, une incontinence fécale. D'accord? Parce que les racines nerveuses qui sont responsables de la fonction de miction et de défécation, qui sont, comme le docteur Tchalo l'a dit, la fonction de miction et de défécation, elle est volontaire et involontaire. Donc, les fonctions volontaires de la défécation ne sont plus possibles parce qu'en réalité, l'enfant ne peut pas contrôler, pas bloquer, il ne peut pas, n'est-ce pas? Lorsque la vessie est pleine, elle s'évacue seule. Lorsque le rectum est plein, il s'évacue seul. Dans ce cas, vous voyez aussi que les membres inférieurs, il y a des malformations. Ces malformations sont dues à quoi? Vous voyez les positions, comment l'enfant... C'est pourquoi? Parce que les racines nerveuses, comme le docteur l'a dit, innervent les muscles des membres inférieurs. Et lorsque ces racines nerveuses sont mal formées, il y a certains muscles qui reçoivent bien des nerfs. Et ces muscles-là sont plus puissants que les muscles qui ne reçoivent pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a la déformation des membres. Parce que les muscles plus puissants tirent sur les muscles moins puissants. C'est pour ça que vous allez voir les pieds déformés. Vous comprenez? Donc, chez cet enfant, nous avons un spina bifida myélo-méningocèle. Parce qu'on a des malformations qui sont visibles.
Oui. Voilà. En tout cas, docteur Tagu, on a écouté dans le récit de la maman tout à l'heure, elle dit avoir été, bon, c'est pas une menace, mais le papa de l'enfant lui a demandé de retirer l'enfant parce qu'une autre femme était enceinte. Elle ne nous a certainement pas dit, sauf si elle ne l'a pas fait, si elle a consommé un produit quelconque pour essayer d'évacuer. Elle ne l'a pas dit, mais est-ce que ça peut contribuer à ce que l'enfant a aujourd'hui? Bon, premièrement, une maladie constitutionnelle n'est pas transmissible par contact. Une maladie constitutionnelle, quand on dit constitutionnelle, c'est la même chose que génétique. Elle n'est pas transmissible par contact. Donc, dans la mesure où elle n'est pas transmissible par contact, elle n'avait donc pas besoin d'écouter son mari ou les proches qui demandent d'évacuer l'enfant pour que leurs enfants ne puissent pas... du moins, pour que leurs enfants ne puissent pas attraper la même maladie qu'ils trouvent comme maladie hideuse. Bon, maintenant, concernant, le docteur Tchele l'a dit, le docteur Kamta l'a dit également, en réalité, ces problèmes auraient été minimisés, c'est-à-dire qu'on devrait se retrouver seulement avec le facteur génétique et non les facteurs favorisants qui sont des facteurs de déplétion, parce que dans ce cas, on ne va pas parler d'autres événements ou bien d'autres causes qui peuvent être à l'origine d'autres maladies congénitales ou extrinsèques à la femme. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va parler de ça, on pourra le dire en conclusion. Donc, les facteurs déficients, comme le facteur 9, c'est-à-dire la vitamine B9, et joue un grand rôle dans l'augmentation des phénomènes majeurs qu'on observe dans cette maladie génétique. Alors, elle dit avoir fait, en fait, qu'elle a rencontré le médecin 2 fois, c'était à 5 mois de grossesse. Et si je m'en tiens à ce que le docteur Tchale disait, c'est à 3 semaines environ que le système nerveux de l'enfant se fabrique et se concrétise. Donc, alors, est-ce que le fait de rester quelques mois après n'a pas favorisé également cette ignorance que l'on observe aujourd'hui, parce qu'on ne pouvait, si elle avait commencé des visites prénatales à temps, on aurait dû constater également que l'enfant, le fœtus, avait déjà un problème. Bon, c'est même pas attendre jusqu'à ce moment, parce que effectivement, il fallait faire une consultation avant l'embryogenèse. L'embryogenèse, c'est comme il l'a dit tout à l'heure, comme le docteur Tchale l'a dit, l'embryogenèse se fait pendant le 1er mois. Or, il fallait déjà une consultation gynécologique avant même la grossesse, sinon dès les premières semaines, la première semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire d'absence de règles. C'est comme ça que ça devrait être. Elle a attendu 5 mois. Oui, 5 mois, c'était déjà largement. Tout avait déjà été installé, c'est-à-dire la malformation était déjà là, et lorsqu'elle est déjà installée, elle est irréversible. Elle est irréversible. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voudrais qu'on relativise, parce que quand on veut penser que le parent, parce qu'il a demandé l'expulsion du fœtus ou tout ça, donc je veux qu'on relativise. Ça n'a rien à voir avec la malformation. Qu'elle l'ait consultée à 1 mois ou qu'elle l'ait consultée à 5 mois, dans notre contexte, on n'aurait pas vu la malformation, ce qui est sûr.
Parce que la malformation, elle se fait à la 3e, 4e semaine, elle est déjà faite. Donc, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas avoir la malformation, les consultations ou bien les dispositions à prendre doivent se prendre avant la conception, pas après. Quand la conception est là, si elle devait avoir la malformation, elle se fera. Il n'y aura plus rien pour arrêter. Aux États-Unis, ils font l'amniosynthèse pour des personnes qui ont une prédisposition génétique, pour voir s'il y a effectivement beaucoup d'ACE dans le liquide amniotique, et ça suppose que cette personne cet enfant fera un spina bifida. Et dans ce cas-là, on propose à la famille une interruption de la grossesse. Parce que maintenant, si on n'a pas fait l'amniosynthèse, parce que ça coûte beaucoup plus cher et fastidieux, à partir de la 17e semaine, on fait une échographie de haute fréquence qui peut déjà voir la malformation, où on peut prendre le périmètre crânien pour voir que le périmètre crânien de l'embryon est beaucoup plus grand. Et si on voit la malformation, ils ont actuellement, même depuis 2015 en France, une technique chirurgicale qui consiste à aller au sein de l'embryon, fermer la malformation. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'enfant qui naît ne présentera pas des troubles neurologiques. Il en présentera, mais il en présentera moins. Mais il présentera des troubles neurologiques liés à la malformation. Parce que il faut retenir, même pour ce cas, que la malformation spina bifida s'associe toujours à plusieurs autres malformations. Elle n'est jamais unique. Donc, il y a plusieurs autres malformations. Donc, même dans la prise en charge, quand on regarde le périmètre crânien de cet enfant, on voit qu'il est un peu supérieur aux autres. Ça suppose qu'on peut penser que ça peut être associé à une autre malformation qu'on appelle le syndrome d'Hanno-Chiari, où les amygdales cérébelleuses sont redescendues au trou occipital et qui limitent la circulation du liquide. Donc, pour prendre en charge, on tiendra aussi compte de cette malformation, parce qu'il faudrait, s'il y en a, mettre une dérivation ventriculo-péritonéale pour évacuer le liquide continuellement. Donc ce qui fait que là, il faut toujours faire, donc il faut relativiser. Ok, donc c'est un contexte qui est là. La vérité dans ça, c'est qu'il faut nécessairement que si une femme prend des médicaments anti-épileptiques, notamment l'acide valproïque et le Tegretol et la dépakine, elle ne doit pas concevoir. Et si elle pense concevoir, il faut qu'elle arrête ce médicament. Évidemment aussi, les femmes qui pensent concevoir en périconceptuel doivent se mettre à prendre de la vitamine B9 avant la conception, pas après la conception. Ok. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le contexte actuel, notre environnement ne nous permet pas de savoir si un enfant peut être malade dans le ventre, parce que les dispositions ne sont pas les dispositions techniques ne sont pas appropriées, ne favorisent pas. Oui, technique, parce que bon, on ne peut pas faire l'amniosynthèse ici, c'est fastidieux. Même dans les pays dits développés, on ne la fait pas à tout le monde. Bon, maintenant, les échographies de haute fréquence, ça, les médecins radiologues ou les gynécologues peuvent le faire, mais est-ce qu'ils ont des appareils appropriés? Parce qu'il y a un coût pour ces appareils. D'accord. Ça reste encore un problème. Dr Djegué, c'est vrai qu'on a écouté également la maman tout à l'heure qui dit lorsque l'enfant naît, le médecin constate et lui dit qu'il ne sait pas ce que l'enfant a comme maladie. L'échec a commencé à ce niveau apparemment. Bien, je crois que je vais rejoindre les autres intervenants pour souligner l'importance des facteurs prédisposants. C'est important de les reconnaître
Et puis, l'évolution ultérieure, c'est quelque chose qui est inexorable. C'est-à-dire qu'une fois que c'est installé, le processus va se développer. Et puis, ça va peut-être connaître une exacerbation, une aggravation, maintenant en fonction de ce que l'environnement est capable d'offrir, n'est-ce pas, pour amortir ça. Mais il y a des facteurs prédisposants, essentiellement génétiques. Il y a aussi des facteurs environnementaux qui ont été évoqués, mais je voudrais juste préciser, parce que c'est aussi une opportunité dans un plateau comme celui-ci, d'enrichir la connaissance scientifique, même si ce que je vais dire ne s'applique pas nécessairement, n'est-ce pas, au cas qui nous intéresse ici, c'est que l'idée de facteurs environnementaux, on entend souvent l'environnement au sens physique et externe. Mais l'environnement, c'est aussi le milieu, n'est-ce pas, qui est un milieu interne, c'est-à-dire le terrain dans lequel va s'installer cet embryon. Et ce milieu-là peut aussi être l'objet d'une forme de pollution ou de variables toxiques, propres maintenant aux expériences et aux situations de la personne qui héberge, n'est-ce pas, l'embryon. S'il y a des pathologies pour lesquelles un traitement pharmacologique ou hormonal est pris, ben alors ça va avoir une influence. Mais il y a aussi, et ça, je voudrais ici souligner l'importance du fonctionnement mental par rapport à ça, c'est que le cerveau fabrique aussi des toxines. Et donc, quelque chose qui peut devenir une pollution. Et donc, en particulier, des personnes qui sont exposées à des expériences vulnérantes, extrêmement stressantes, émotionnellement choquantes, traumatisantes sur le plan psychologique, ben, développent au niveau du fonctionnement mental une fabrication chronique d'hormones, du stress, l'adrénaline et particulièrement le cortisol. Et donc ces hormones vont modifier d'une certaine façon, de manière chimique, le milieu intérieur. Et ça, c'est connu, ça produit aussi des mutations génétiques. Donc on est là dans l'épigénétique, c'est des mutations récentes, et des études ont montré que des personnes, par exemple, qui étaient l'objet d'agressions violentes, de viols, qui étaient témoins de choses atroces, ben, connaissaient, quand elles, par exemple, des personnes qui sont tombées enceintes à l'occasion d'un viol pendant les guerres, des choses comme ça. Donc l'évolution de leur fœtus aussi connaissaient des situations comme celle-là qui ne pouvaient se comprendre que si on prenait en considération l'expérience émotionnellement traumatisante qui gouverne l'expérience de la grossesse. Et donc, l'évolution de l'embryon et du fœtus va être impactée par les manifestations psychotraumatiques. C'est une façon de suggérer, même si ça ne s'applique pas ici, que les personnes qui ont une vie émotionnelle ou psychologique un peu caractérisée par l'adversité, le trauma, ben, dans des situations comme celle-là aussi, présentent un facteur de risque additionnel. D'accord. Alors, ça m'amène à vous poser la question, Dr Tagui, puisque lorsqu'on demande généralement aux femmes d'aller consulter des médecins, il y a un certain nombre d'examens qu'on propose aussi aux femmes de faire. Il y a par exemple le test à VIH et autres examens, une série en tout cas. Vous êtes pharmacien biologiste. Généralement, il a parlé de l'environnement interne, c'est-à-dire la personne qui héberge le fœtus en question. Donc, ça peut également être l'objet, tel que cela a été démontré tout à l'heure, de problèmes que rencontre l'enfant à la naissance. Bon. Je voudrais rebondir là-dessus, puisque je vous ai dit tout à l'heure que dans le cadre général, il y a beaucoup de facteurs déclenchant ces modifications, ces malformations. Je vais prendre en dehors de la cause génétique concernant la modification de l'ADN ou chromosomique, et on peut citer
pour les conséquences, les altérations chromosomiques, la trisomie 21, trisomie 18 et trisomie 13. En dehors donc de ces modifications génétiques et qui sont des facteurs intrinsèques à la femme, des facteurs intrinsèques, c'est-à-dire, comme il l'a rappelé si bien tout de suite là, il y aura des facteurs extrinsèques. Parmi les facteurs intrinsèques, on peut commencer par citer les facteurs infectieux qui sont soit bactériennes, je ne vais pas citer sur ce plateau les facteurs bactériens, les neurologues le connaissent très bien, les facteurs bactériens. Il y a les facteurs viraux qui vont induire des malformations assez graves, soit qui peuvent même aboutir à l'avortement. Et enfin, des facteurs parasitaires. Parmi les facteurs viraux, il y a ceux qu'on peut prévenir de manière que ça n'arrive pas. Ce sont les facteurs, si on prend juste un seul exemple, la rubéole. La rubéole, on peut prévenir soit en vaccinant les enfants, les enfants à bas âge, ou les amener au contact des enfants qui ont la rubéole. C'est une autre manière de vacciner naturellement, par contamination, puisqu'ils n'ont aucun problème quand ils sont infectés dans leur jeunesse. Même la femme enceinte, si elle n'est pas enceinte, la rubéole ne provoque rien. Par contre, pour les facteurs extrinsèques qui sont parasitaires ou bactériens, on peut les prévenir. Parasitaires, même si on ne prévient pas et que l'on découvre au cours de la grossesse, il y a un traitement efficace de manière qu'il n'y ait pas de malformation congénitale. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question que vous m'avez entièrement. S'il y a un volet pour lequel... Non, vous avez répondu de toute façon, mais ce que je voudrais savoir avec Dr Kamta, c'est beaucoup plus un autre volet. Lorsqu'un enfant naît, le médecin dit qu'il ne sait pas de quoi souffre cet enfant, mais il constate quand même qu'il y a une blessure. Le seul fait de laisser évoluer, et la maman qui ignore, qui va plutôt rencontrer les praticiens, mais qui s'occupe de l'enfant, qui donne des décoctions à l'enfant sans véritablement évaluer qu'est-ce qu'on administre à l'enfant. Et même si on fait un tour à l'hôpital après, on constate quand même qu'il y a eu... on a laissé faire la situation jusqu'ici. Vous savez, je ne peux pas... c'est un jugement, hein, vous comprenez? Je ne suis pas quel médecin. Parce que je ne peux pas croire que cette femme, cette maman, soit allée dans un hôpital. Elle a rencontré quel médecin? Quel médecin? C'est un médecin qui dit qu'il n'a rien vu? Quelque chose qui est visible par la maman? Non, qu'il a vu, mais qui ne sait pas. Qui ne sait pas. De quoi il est question. Qui ne sait pas, qui transmet à quelqu'un de plus. Vous comprenez? On ne peut pas passer à côté d'une situation pareille. Vous ne pouvez pas dire, OK, on ne connaît pas, et puis vous rentrez à la maison. Vous comprenez? Moi, vous savez, ces choses-là, ces jugements-là, moi, je n'entre pas trop dans ce qu'on raconte, ce qu'on dit et tout ça là. Je dis, la prise en charge n'a pas été bien faite. Que ce soit du côté, peut-être, elle n'a pas été sensibilisée correctement au niveau de l'hôpital, parce que vous savez, des fois, il y a des médecins qui reçoivent à la volée. Ça, il faut savoir. Il y a certains médecins qui expliquent beaucoup plus. Si vous n'avez pas une bonne explication de ce que vous avez, vous allez vous dire que comme personne ne sait,
on va chez le marabout et on essaie de voir là-bas. Vous comprenez? Mais je ne conçois pas que vous avez un truc sur le dos, l'enfant, et puis vous dites que vous allez voir un guérisseur traditionnel parce que c'est mystique. Qu'est-ce que ça va apporter? Bon. Je voudrais, parce que j'ai entendu dans ce reportage qu'il y avait il y a polémique dans certaines choses. Si on veut vraiment dire que c'est tel ou c'est tel autre, ça commence à créer problème. Il faut que nous entrons dans la réalité de la pathologie. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut que les gens ressortent avec, en réalité, la vérité. Il s'agit d'une malformation qui a des facteurs exogènes, intrinsèques ou extrinsèques, dû, n'est-ce pas, à un déficit en général d'une vitamine qu'on appelle la vitamine B9. Et ceci, comme on l'a dit ici, c'est le porteur, n'est-ce pas, du fœtus, hein, qui peut avoir un déficit génétique en vitamine B9, d'accord, ou une carence qui est due à un problème alimentaire, un problème environnemental ou un problème médicamenteux. Alors, il faut déjà noter ou rappeler qu'elle a déjà un premier enfant. Ça, c'est le second. Vous savez, même la prise, n'est-ce pas, de l'acide folique protège à 65%. Si vous avez un déficit ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des enfants normaux. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on a découvert que cette femme fait des enfants avec des malformations du système nerveux, dans l'avenir, elle devra, avant la conception, au moins 1 mois, commencer à prendre de la vitamine B9. Et les 3 mois suivants la conception, la déclaration de la grossesse, elle doit continuer cette vitamine B9. Mais déjà, il faut déjà qu'elle soit informée. Elle est déjà informée qu'elle sait. Oui. Elle sait qu'elle a un problème. Donc, je pense que dès maintenant qu'elle sait ça, les prochaines grossesses, elle ne partira pas les faire sans consulter, sans informer, sans voir le vrai médecin concerné par cette pathologie, qu'elle parte voir un neurologue d'abord, hein, qu'elle voit un gynécologue, pour qu'on lui dise, madame, si vous voulez concevoir, avant la conception, n'allez pas concevoir et venez dire que je suis enceinte, c'est trop tard. Les 4 semaines où la femme constate un retard, il est trop tard. Le système nerveux, la moelle est déjà formée, d'accord? Et il y a seulement la maturation dans les mois qui suivent. Vous comprenez? Donc, c'est l'information qu'il faut donner aux femmes. Il faut leur dire que l'alimentation, les environnements, les médicaments que les gens prennent dans la rue, ça crée des malformations, comme le docteur l'a dit. Il faut faire très attention de consommer n'importe quoi quand vous êtes en âge de procréer ou quand vous êtes féconde. Il faut faire attention. Vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure? Oui, pendant qu'il prenait la parole. Vous savez très bien que il y a des malformations dues au métabolisme, dues aux facteurs métaboliques chez la femme enceinte. Et comme il venait de le dire tout à l'heure, tout ce qui contribue à l'intoxication de l'organisme, soit le tabac pendant la grossesse, soit l'alcool pendant la grossesse, et comme métabolite. Dans le diabète, une femme diabétique, pour ne pas avoir de risque d'avoir des malformations mineures ou graves, doit faire en sorte que son endocrinologue puisse la mettre en équilibre parfait. En équilibre parfait, c'est-à-dire que sa glycémie doit être normale pendant toute sa grossesse, de crainte d'avoir une malformation, que son enfant qui est in utero naît de malformation à sa naissance. Donc, et puis mais ce que je vais dire là ne regarde plus les maladies métaboliques ou les toxiques, mais les radiations ionisantes. Les radiations ionisantes sont à l'origine
de nombreuses malformations. Je vais citer l'incident de Tchernobyl. Tchernobyl, en République soviétique. Ceux qui sont très récents et qui activent les gens qui luttent contre l'énergie nucléaire, c'est-à-dire les accidents survenus au Japon il n'y a pas longtemps. Vous avez compris les Hiroshima, Nagasaki et plus récemment Fukushima avec le tsunami. Donc, je voudrais donc le dire. Mais en même temps, il y a également les rayonnements solaires. Ces rayonnements solaires qui sont les UV, qui vont dénaturer complètement les médicaments que l'on vend dans la rue, puisque ces médicaments sont exposés à ces rayons UV et deviennent ipso facto des médicaments toxiques pour l'organisme. Mais vous n'avez pas oublié l'environnement dans lequel nous vivons, de toute façon. Non, non, je ne l'ai pas oublié. D'accord, docteur Kamta. Oui, je voudrais ajouter par rapport à l'environnement, autre chose. Il faut noter quelque chose de très important. C'est les engrais, les produits chimiques. Dans les grandes plantations, il y a des scandales en Amérique du Sud, le glyphosate, qui était responsable, n'est-ce pas, d'une malformation de tout un village, vous comprenez. Donc c'est un produit interdit en Europe, mais qui est utilisé en Afrique, utilisé en Amérique du Sud, et tout ça au Cameroun est utilisé. Donc moi j'ai opéré nombreux enfants, nombreux nouveaux-nés qui viennent, n'est-ce pas, du sud-ouest, hein, dont les mamans étaient dans les plantations, qui travaillaient dans les plantations que vous connaissez. Il y en a opéré toute une série. À l'hôpital général, on a même voulu faire une étude sur ça. Vous connaissez les origines, n'est-ce pas, de cette recrudescence de spina bifida chez des mamans qui travaillent, n'est-ce pas, dans ces plantations. Donc, il faut, comme on a dit, il y a une altération, n'est-ce pas, génétique, parce que ces toxines, n'est-ce pas, comment je peux dire, interfèrent avec, n'est-ce pas, le bâtiment génétique, n'est-ce pas, de... D'accord. Alors, docteur Tchale, on constate, c'est un constat que nous avons fait, que cette pathologie touche uniquement les garçons. On a rarement vu les enfants-filles souffrir de cette maladie. Je ne sais pas si elle concerne uniquement les garçons, non. Il y a plus de garçons. Il peut avoir un ratio, mais c'est pas une maladie qui est liée au chromosome. C'est X. Donc c'est pas une maladie qui est liée au chromosome. Parce que si elle ne touche que les garçons, ça veut dire que c'est lié au chromosome Y. À ce moment-là, il n'y aurait aucune fille qui présente cette maladie. Mais dans toutes les maladies, quand on fait les études, on vous dirait par exemple, même dans la migraine, que pendant que un garçon fait la migraine, 3 filles en font. Mais ça ne veut pas dire que c'est une maladie qui touche que les filles. C'est dans le cas, juste dans la plupart des cas que nous avons reçus ici, ce sont beaucoup plus des garçons. Des garçons, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est une maladie qui touche essentiellement les garçons. C'est la série que vous avez vue. Mais cette série que vous avez vue de 2 ou 3 représente quel pourcentage sur le nombre de spina bifida qui existe? Ce n'est pas la première fois, c'est la seconde fois que le sujet est évoqué sur regard social, mais s'il y avait également des filles, on serait... Non, mais je vous dis qu'il y a des filles, puisque nous avons fait des études là-dessus, il y a des filles, ce n'est pas que... C'est pas une maladie qui existe au Cameroun, c'est une maladie qui existe... D'ailleurs, si vous regardez les publications de médecine, il y a 10 ans, on vous dira qu'on n'a pas de spina bifida en Afrique. C'est ce que vous lirez partout, qu'il n'y en a pas en Afrique. On pensait que ça, on ne voit que en Amérique du Nord, et en Europe de l'Est beaucoup plus, et un peu en Europe centrale.
dans toutes les publications, on vous dira que ça n'existe même pas en Afrique. Pourtant vous envoyez tous les jours. Donc, en fait, c'est pas ça. Les études qui se font, il faut jamais dire, parce que j'ai reçu 3 personnes, ça suppose que ça ne touche que les garçons. C'est parce que ceux qui sont venus la question avec les garçons. Donc, je vous ai dit que c'est pour comprendre, oui, je vous ai dit que ce n'est pas lié au chromosome Y. Parce que pour qu'une maladie ne touche que les garçons, il faut que ce soit lié au chromosome Y. Alors, puisque vous avez la parole, vous avez mené des enquêtes, des études en fait, pour comprendre un peu quelles sont les causes et comment est-ce que ça se passe, et rencontrer des femmes en zone rurale aussi, pour sensibiliser ces femmes. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous avez découvert? On n'invente pas de l'eau chaude, hein, ou bien... Vous comprenez, le spina bifida existe depuis que le monde existe. Vous voyez que le nom est même plutôt en latin. C'est même pas en français. Parce que c'est les latinos qui dominaient le monde 500 ans, 800 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est des maladies qui existent depuis toujours. Donc toutes les études qui ont été faites ont montré à chaque fois les carences alimentaires, surtout la vitamine B9. Ne vous en faites pas, même en Europe, c'est dans les classes sociales défavorisées qu'on trouve le spina bifida. Ce qui fait que, par exemple, au Canada, qu'est-ce qu'ils font? Ils font enrichir les farines et les laits de vitamine B9. Ce qui fait que les gens comme les gens consomment beaucoup de farine, c'est déjà enrichi à la vitamine B9. Et on a constaté, par exemple, au Canada, que de 8 pour 1000 par naissance, il y a une recrudescence, je veux dire, pas une recrudescence, il y a une baisse d'à peu près 50% de spina bifida, rien qu'avec, en enrichissant les laits, la vitamine B9. Mais il y a d'autres facteurs, l'alcoolisme. Parce que nous savons que quand quelqu'un est alcoolique, il présente des carences vitaminiques, surtout le complexe B. Donc, une prise d'alcool chez une femme en âge de procréer peut être responsable de la formation, mais par mécanisme de mauvaise absorption de la vitamine B. Donc, ça reste carentiel. Vous comprenez? Donc, ce que je peux dire, ce que nous disons dans les formations des jeunes femmes, c'est qu'une femme en âge de procréer doit boire relativement de l'alcool, parce que vous ne pouvez pas dire ne buvez pas du tout. Bon, il doit boire relativement l'alcool, bon, ou bien doit, avant la conception, toujours bien dit, avant la conception, ça suppose que la conception doit être quelque chose de programmé. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui donne. Ça doit être quelque chose de programmé. Donc avant la conception, au moins 1 mois avant, doit se mettre sous vitamine B9. Ou encore que c'est par accident. Ou bien que par accident, il n'y a pas d'accident. Si vous voulez, c'est un accident qu'on peut éviter. C'est-à-dire que si vous voulez éviter, vous prenez des préservatifs ou bien vous n'avez pas de contact sexuel. Donc vous n'aurez pas cet accident. Alors, donc, à vous comprendre, on peut retenir que toute femme en âge de procréer doit être propre. Quand je dis propre, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'examens à subir. Voilà. Ouais. Et l'obésité aussi a une grande corrélation avec la survenue des spina bifida. Docteur Djengwe, on constate également, lorsqu'on a écouté le récit de sa maman tout à l'heure, de la maman de l'enfant, on constate qu'elle est un peu perdue. Parce qu'elle ignorait jusqu'ici ce qui terrasse son enfant. Elle voit simplement une bosse sur le dos de l'enfant. Elle ne sait pas où aller, quoi faire exactement, même si elle a fait le tour de plusieurs formations sanitaires, malgré tout ce qu'elle a dit, ou tout ce qu'elle a reçu comme information. Elle a rencontré les tradipraticiens. Jusque-là, elle n'est pas située. Elle n'était pas encore située jusqu'ici. Mais le docteur Kamta l'a souligné tout à l'heure, c'est important que dans les compétences du médecin, il y ait une d'entre elles qui est extrêmement importante, c'est la capacité et l'art de communiquer avec les patients pour que, au moment qui est très crucial d'annoncer une nouvelle qui peut ne pas être une bonne nouvelle,
mais les mots justes et la manière adaptée soient bien aménagés pour que le message vital passe. Donc, dans ces compétences, le médecin doit avoir reçu une aide dans sa formation pour soupeser et doser, n'est-ce pas, le message. Parce que les mauvaises nouvelles activent le cerveau. Et quand le cerveau est exposé à quelque chose d'anxiogène, de stressant, d'émotionnellement éprouvant, il a tendance à envisager les choses de manière extrême. C'est-à-dire que si je l'ai dit de manière un peu relative, sans insister sur l'information clé, avec en prenant des gants pour pas que ça soit trop brûlant, il faut enjoliver, voilà, alors la personne va l'entendre de manière parfois exagérée, et ça va l'envoyer dans un horizon qui peut être très loin de la réalité. Donc cette compétence-là va aussi aider à ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est très important que la personne ayant reçu le diagnostic, c'est très important cette information, qu'elle soit sensibilisée sur les stratégies qui permettent de prendre en main de manière acceptable, n'est-ce pas, le problème, sachant que ici, en l'occurrence, le message ne pourrait pas consister à dire bon ben on va enlever ça et tout va aller bien après, n'est-ce pas? Mais comment on gère ce genre de situation? Donc on va éduquer la personne pour qu'elle sente qu'elle va affronter, elle sera confrontée à une situation au long cours et qu'on peut minimiser quand même en termes d'impact le handicap, n'est-ce pas, que cela représente. Il se trouve dans le récit que on ne perçoit pas, n'est-ce pas, les conditions réelles dans lesquelles le diagnostic lui a été annoncé. On va se fier, n'est-ce pas, à son témoignage, et sur la base de ce témoignage, on peut penser que ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas, qu'elle soit un peu égarée, parce que là, elle n'a pas de repère fiable pour manager de manière sécure le problème de son enfant. Donc ça, c'est le premier aspect, ça la concerne. Et ça concerne les conditions du diagnostic. L'autre aspect, c'est que quand on observe la maman, et là, même sur le plateau, ça se voyait, la relation qu'elle a avec son enfant, sur le plan tactile, sur le plan du contact physique, dénote quelque chose de l'ordre d'une allergie, au sens où on a l'impression que c'est une personne qui est écorchée dans sa chair, n'est-ce pas? On l'a vu repousser de temps en temps. Voilà. Donc, ça veut dire que le contact avec son enfant est un contact presque indésirable, insupportable. Donc, est-ce que, et ça, il y a deux hypothèses, est-ce que c'est un phénomène lié à l'ouverture de cette plaie, n'est-ce pas, tel qu'elle s'identifie à son enfant et elle est devenue si sensible. Il y a des neurones spécialisés dans le cerveau qu'on appelle les neurones miroirs, n'est-ce pas, qui sont en charge de la gestion de ce qui se passe chez autrui et qui peuvent faire que moi je vive les choses, je ressente les choses comme l'autre et parfois même plus sévèrement que l'autre. Donc première hypothèse, est-ce que chez elle cette attitude-là d'irritabilité, de réaction presque allergique est liée à la douleur et à l'hypersensibilité qui s'est installée en elle du fait de ce mécanisme-là, première hypothèse. Ou alors, deuxième hypothèse, est-ce que le trauma des circonstances de la conception, de la grossesse et le choc additionnel d'un diagnostic sur lequel il n'y a pas de repère, de garde-fou qui sécurise, et ça on est dans le trauma, est-ce que ce trauma serait encore actif tel que les réactions maintenant presque allergiques sur le plan tactile, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel se comprendraient comme une manifestation encore courante de ce trauma? Parce que l'enfant peut être vécu, n'est-ce pas, sur le plan subjectif, sur le plan affectif, comme étant peut-être sa malchance, le bouc émissaire, c'est-à-dire celui par lequel sa vie est devenue un cauchemar, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a cet aspect-là sur le plan émotionnel sur lequel on peut s'interroger. Oui. Alors, je voudrais qu'on aborde un volet important. Je vais parler, c'est pas qu'on n'a pas dit quelque chose d'important, on le dit d'ailleurs depuis. Comment peut se faire la prise en charge d'un cas comme celui-ci?
Docteur Kamta. Je voulais revenir un peu sur quelque chose. Comme on l'a dit ici, les facteurs sur le plan social, c'est dans les milieux les plus défavorisés. Parce qu'en réalité, on retrouve la vitamine B12 dans le pain complet, dans les fruits, dans les légumes verts, dans la viande. D'accord? Vous consommez moins là, vous avez moins de vitamines B9 dans l'organisme. Maintenant, quand nous voyons un peu comment la prise en charge des grossesses se font dans notre environnement, c'est un peu tard. Parce qu'on commence à prescrire à la femme enceinte du fer et de la vitamine B9 après qu'elle ait déclaré la grossesse. Or, l'acide folique ne sert plus à rien. Le fer peut-être, vous comprenez? Donc, il faut qu'on rééduque les gens en disant, lorsque vous faites les bilans ou lorsque qu'on dise aux femmes, avant toute conception, soyez sûr que prenez même en prévention, un mois avant d'une conception, comme vous prenez de la pilule ou autre chose, de la vitamine B12, B9 si vous voulez avoir des enfants en bonne santé. Deuxième chose, nous avons compris que dans ces situations de goitre, dans une carence en iode, on a introduit, n'est-ce pas, de l'eau dans le sel. Pourquoi on n'introduit pas, n'est-ce pas, la vitamine B9 dans l'eau, dans le truc et tout ça là, pour pouvoir permettre à tout Camerounais, n'est-ce pas, de pouvoir se prévenir de ces pathologies-là. Vous comprenez? Donc, alors, ça devrait commencer par les femmes. Maintenant, vous avez parlé. Il faut sensibiliser, c'est Voilà. la question que je vous posais tout à l'heure. Oui. Vos multiples campagnes descendent sur le terrain, c'est sensibiliser, amener les femmes à comprendre ce qu'il faut consommer, une femme en âge de procréer. Alors, on abordait la prise en charge. Comment est-ce qu'elle peut être faite, en tout cas pour un cas comme celui-ci? La prise en charge, on va aller directement sur le cas présent ou la prise en charge dès la naissance. Parce que la prise en charge devait être faite dès la naissance. On opère le lendemain. Oui, on opère le lendemain pour éviter tous les risques de méningite ou autre chose. Parce que cet enfant qui a eu des décoctions sur la région, avec tout ce qu'il y a comme... il n'a pas développé une infection ou autre chose, mais il faut dire chapeau. C'est une chance. Dès la naissance, l'enfant est opéré. Actuellement, il a ce qu'on appelle un myéloméningocèle épidermisé. Vous avez vu que la peau s'est constituée et a protégé. La peau s'est constituée parce que ça fait partie des malformations. La peau s'est constituée tout autour du tissu nerveux ou autre chose. Ce qu'il y a actuellement, c'est un problème esthétique. D'accord? Parce que c'est protégé. Donc le système nerveux est protégé parce que la peau est au-dessus. Protégé à moitié parce que quelqu'un peut introduire, il peut se blesser, quelqu'un peut introduire en s'amusant. Donc il faut opérer. Ici, c'est une intervention chirurgicale. Il faut reconstituer l'anatomie, n'est-ce pas, de la région. Les muscles, refaire la dure-mère. La dure-mère, c'est-à-dire que la membrane qui protège le tissu nerveux, il faut la refaire. Il faut reconstituer les muscles de la région en les prélevant à côté. Et puis, c'est ça qu'on appelle la cure de myéloméningocèle. Donc, il faut opérer pour pouvoir permettre à cet enfant d'avoir une région lombaire aussi propre que tous. Docteur Tchalo. Oui, effectivement, pour cet enfant, effectivement, la prise en charge doit être pluridimensionnelle ou disciplinaire. La chirurgie pour réparer, pas seulement esthétique, parce que je vois qu'il a encore des fuites du liquide cérébro-spinal, même malgré qu'il ait un bandage, donc il y a des petites fuites qui restent, donc le risque d'infection du système nerveux central est très très élevé. Et s'il faisait une infection à staphylocoque, c'est sûr qu'il mourrait dans les 48 heures. Donc l'urgence ici, c'est qu'on puisse opérer, faire la cure des hernies et repousser tout le tissu nerveux à l'intérieur, fermer la peau, au moins ce sera là. Ça c'est pour la partie chirurgicale, mais il faut
qu'on sache aussi qu'il ne faut pas donner des espoirs totalement à cette maman en disant qu'en l'opérant, il va remarcher. Non, parce que le tissu nerveux qui s'est retrouvé dans la poche à l'intérieur a formé maintenant une plaque. Donc, du coup, les racines nerveuses ne partent plus de là. C'est pourquoi il a une vessie autonome. Donc, la vessie n'est plus commandée. Et à ce moment-là, sa vessie, quand elle se remplit, elle se vide seule. Il ne sait même pas qu'elle se vide. C'est de façon autonome, ça fonctionne de façon autonome. Une vessie, si vous l'enlevez même du corps et que vous le tenez, vous versez de l'eau dans la vessie, elle va se dilater et spontanément, elle va se contracter, alors qu'il n'y a plus aucune commande, parce que c'est de la vessie, elle est autonome, elle est même automatique. Le côlon, dans son cas, n'est plus très énervé, et c'est pourquoi il peut passer de diarrhée à constipation, parce que même là-bas, il ne commande rien. Donc, ce qui fait qu'il faut une prise en charge gastro-entérologique pour l'accompagner pour ça. Il faut une prise en charge urologique parce que il faut trouver si on peut lui mettre une vessie artificielle ou un sphincter artificiel pour contrôler ses mictions. Parce que le but, c'est de remettre cet enfant dans la société. Pour les déformations vicieuses qu'il a déjà, il faut les orthopédistes et la médecine physique. Donc là, les orthopédistes, s'il y a des rétractions tendineuses, peuvent réparer les rétractions tendineuses, et la médecine physique trouvera des appareillages pour qu'ils puissent marcher normalement. Donc c'est une prise en charge qui doit être vraiment pluridisciplinaire pour cet enfant. Alors, docteur Tagu, c'est la même chose, c'est la même proposition que vous faites pour cette prise en charge? Cette prise en charge pour ce cas doit être... Parce que la maman, elle écoute, elle veut savoir si, au bout de tout ce qui va être dit ici, son enfant va retrouver une vie normale. Non, nous ne pouvons pas parler de vie normale d'emblée. Il faut tout simplement dire que la prise en charge va aboutir à un rétablissement fonctionnel d'un certain nombre de ces malformations, parce que ce sont des malformations associées pour la même cause génétique. Toutes les malformations qu'on retrouve là sont dues à la même cause, mais potentialisées par de nombreux facteurs. Et la prise en charge, telle que le dit le docteur Tchaleu, doit tenir compte de plusieurs spécialités. Il y a d'autres qu'il n'a pas citées, mais qui doivent être envisagées pour qu'il n'y ait pas d'oubli ou d'ignorance pour niveau que ce soit, pour quelque niveau que ce soit. Bon, maintenant, ça c'est pour ce cas précis. Les autres cas qui ne sont pas ceux-ci devraient avoir des préventions. Je vous ai dit tout à l'heure, prenons un cas précis comme un séropositif en HIV. Un séropositif, lorsque la femme décide de faire son enfant, il faut que le traitement, la trithérapie qu'elle doit recevoir pour le traitement du VIH soit tel que les contrôles permettent d'avoir un niveau viral très très bas, soit au seuil de détection, en même temps que les CD4 s'élèvent au maximum possible pour être
au niveau normal. C'est la même chose, comme je disais, pour les maladies métaboliques telles que le diabète, qu'il faut que la femme voie son endocrino pour que tout soit fait en sorte que tous les jours, les taux soient normaux. Donc, il y a toute cette panoplie de cliniciens qui, et même, on a oublié quelque chose. La mère doit, pour la prise en charge de l'enfant, voir un psychologue qui doit lui permettre de comprendre que même si les réparations ne peuvent être que partielles, c'est le mieux qu'on puisse faire et que là, il faut des relations. D'accord. Alors, de bonnes relations entre la mère et l'enfant. D'accord. Sur ce plateau, nous avons, je pense, en majorité des responsables des structures sanitaires qui vont sans doute apporter quelque chose de positif à cette famille. Dr Njengwe, sur le plan, à côté de la prise en charge clinique, il y a la prise en charge psychologique pour la maman et l'enfant aussi. Bien, il y a la prise en charge de psychologie clinique. Donc, elle est clinique. Voilà. Donc, et en l'occurrence ici, au niveau de la mère, Dr Tagul a dit, c'est impérieux de lui offrir la sérénité et l'apaisement nécessaire, puisqu'elle est garante de la sécurité émotionnelle, de la sécurité affective de son enfant. On le voit, on l'a vu sur le plateau, il est en demande. Il est en demande permanente. C'est elle qui n'est pas en capacité d'y répondre de manière nourrissante pour lui offrir maintenant la nourriture émotionnelle et, n'est-ce pas, affective, qui va entretenir ses capacités évolutives dans son développement, qui est un développement neuropsychologique, qui est aussi intellectuel, parce que là, il a besoin d'aller à l'école, il a besoin d'être scolarisé, donc il faut créer un couloir dans lequel il puisse avancer réellement dans la vie et échapper au handicap. Donc il faut apaiser la maman. Et puis, pour l'enfant, on le voit très bien, il est très actif. Il est très actif. Ça veut dire qu'il est tonique. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que s'il est pris en main, au-delà de l'intervention, n'est-ce pas, qui peut être chirurgicale d'un côté, mais s'il est pris en main du côté d'un travail de psychomotricité, par exemple, avec la thérapie occupationnelle, les jeux, il va développer des compétences maintenant qui sont des compétences de jeu, des compétences d'apprentissage et des compétences de socialisation qui vont l'affranchir de la stigmatisation et de la marginalisation qui jusqu'à présent malheureusement s'impose à la fois à lui en tant qu'enfant mais aussi à sa maman. Donc ça c'est un aspect complémentaire. Très bien. Alors je voudrais vous remercier parce que vous avez, sauf si vous avez une prise en charge à proposer de façon spécifique à la famille, à l'enfant? Non, je voulais juste dire à la maman qu'il faut qu'elle relativise parce que cet enfant, il se déplace déjà seul. Hein. Il se déplace déjà seul malgré ses déformations. Hein, vous avez des enfants qui ont la poliomyélite aiguë et qui ont les mêmes déplacements. Hein. Donc, il se déplace déjà seul. Donc, je pense que le véritable problème maintenant, c'est que si on lui accorde cette chirurgie, les risques pour lui d'une infection du système nerveux central sont écartés et que le reste, ce qu'elle n'arrive pas à supporter, c'est le fait que l'enfant ne contrôle pas ses sphincters, mais elle peut se dire que on a vu des ministres, tout ça, qui ont fait des accidents et qui ont une section de la moelle et qui sont sous chaise roulante et qui eux-mêmes ne contrôlent pas leur sphincter, hein, mais ça ne les empêche pas de chanter Paul Biya ou ceci. Hein. Donc ça, on peut le faire. Okay? Donc ça, il ne faut pas qu'elle prenne ça comme quelque chose de mauvais parce qu'on a aujourd'hui des couches hygiéniques jetables qu'on peut porter à l'enfant et lui faire sa propreté, si bien qu'il soit réinséré dans la société. Alors, à ce niveau, puisqu'elle est venue sur Regard Social, c'est parce que, justement, il lui faut des moyens, pour la prise en charge de l'enfant. Vous avez vu dans l'environnement dans lequel cette famille
vit en ce moment, qui n'est pas propice et qui ne garantit pas l'espoir de voir sortir cet enfant de sa maladie. C'est pour ça qu'elle est venue tendre la main aux âmes de bonne volonté. Dr Djengwe, vous le savez, plus souvent, il y a les âmes de bonne volonté qui sont promptes à accompagner les différents cas qui sont généralement présentés ici. La bonne nouvelle dans son cas, c'est que l'enfant présente de manière intrinsèque, c'est-à-dire ce qui lui est propre, un potentiel tel que s'il est aidé sur le plan chirurgical, la possibilité qu'il évolue favorablement est relativement élevée. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et donc un coup de pouce, aussi minime soit-il, pourra transformer de manière visible, n'est-ce pas, la situation de cet enfant. Et si ça peut sortir la maman et son enfant de l'environnement qui les voit, n'est-ce pas, comme ça, s'enfermer de manière chronique dans des conditions défavorables, ben, ce sera un service rendu, j'ose dire, à l'humanité. Ça semble être un grand mot, mais ce ne sera pas de trop. Merci. Merci à vous, chers messieurs. Merci d'être venus. Oui, c'est pour finir. 30 secondes, nous sortons de l'émission. Allez-y. Je voudrais tout simplement exhorter notre société qu'il faudrait, à cette occasion, créer dans les hôpitaux ayant des plateaux techniques suffisants un service social qui devrait s'occuper des cas sociaux comme celui-ci, de manière à ce qu'il n'y ait plus de retard pour prendre en soin des enfants nés mal formés comme ça. Parce que dans d'autres pays moins nantis que le nôtre, les services sociaux se penchent dès la naissance sur des cas comme celui que nous avons vu aujourd'hui et essaye de réparer de manière à donner le minimum pour que l'enfant puisse évoluer normalement. Vous savez que dans les pays développés, la trisomie 21, on s'en occupe. Il n'y a pas de chirurgie à faire, mais il y a des centres qui vont permettre à ce que ces gens puissent évoluer de manière à être opérationnels dans de multiples sociétés, sans qu'on tienne compte de leur handicap. Merci pour ce rappel, merci. Comme ça suscite en vous également une réaction, j'imagine. Parce que vraiment, nous allons... Oui, moi je dis, pour l'intervention de sa spina bifida, il ne faut pas grand-chose. Hein. Moi je suis prêt à intervenir, mais il faut le minimum qu'il faut. Il ne faut pas grand-chose. D'accord. C'est un engagement. Intervenir gratuitement, donc je donne mon expertise, mais il ne faut pas grand-chose. C'est le bloc opératoire. Non, pas l'hôpital général, pas tout. Donc c'est un bloc opératoire avec 300 000, quelque chose comme ça se fait. Tout, avec tout. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'enfant. Merci déjà pour cette bonne nouvelle. Sans doute, Dr Tchale prendra également la parole plus tard pour dire ce qu'il devra faire. La maman est juste à côté, donc elle devra vous rencontrer aussi. Merci d'être venu sur ce plateau partagé avec nos chers téléspectateurs. Nous allons marquer une pause. Je voudrais vous inviter à vous souvenir de ce qui s'est déroulé à Bafoussam il y a quelques jours. Ngouaché nous parle et parle également à tous ceux qui regardent ce programme. Voyez-vous, il y a des familles aujourd'hui en détresse qui sont pratiquement sans abri et qui n'ont presque rien, mais qui ont besoin de nous, de vous, pour pouvoir vivre également. Et là, je vous invite à marquer une pause et juste après, nous vous donnerons la situation, ce qui est prévu en tout cas, ce que Regard Social a prévu pour ces populations. On parle pratiquement de 49 familles qui sont en difficulté en ce moment. Le quartier Ngouaché, dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun, est devenu un lieu de pèlerinage suite à un éboulement de terrain.
Le drame est survenu dans la nuit de lundi suite à des pluies diluviennes qui s'abattent dans cette partie du pays. Près de 11 maisons détruites par ce glissement de terrain sur le flanc de cette colline qui surplombe la zone. 22 heures, puisque je ne dormais pas encore, j'étais au salon. À peine j'entre dans la chambre jusqu'à ce que je m'assois sur le lit, je comprends un bruit de 30 secondes au trop. Après, je me lève pour sortir, je vois que la porte est grandement ouverte. Quand j'ai voulu sortir, je vois que le dehors est tout couvert de fumée. J'ai d'abord regardé si mes enfants, si toute ma famille était saine et sauf. Et dès que j'ai constaté ça, c'est bon, fait mon signe de quoi il dit que le Seigneur est merveilleux. Aux environs de 21h30, quand j'étais en train de regarder des émissions à la télé, j'ai entendu un bruit comme si un avion percutait le sol. Mais c'était si violent. Je suis sorti pour regarder, je me suis placé un peu au carrefour pour mieux regarder. Et j'ai constaté qu'il y avait des gens qui criaient, j'ai entendu des voix. Je me suis précipité vers la zone, sur une colline. Quand je suis arrivé vers la zone, j'ai vu des maisons englouties par la terre. J'ai essayé de sauver quelques personnes. Le reste, c'était que des corps. Environ 11 maisons. Et immédiatement, j'ai appelé les sapeurs-pompiers. Les membres des familles des victimes sont inconsolables. Je vais mourir. J'emmène-moi. Ma famille est finie. Là où nous sommes placés, là, j'ai une famille, j'ai une nièce qui est décédée avec toute la famille. Ils sont au nombre de 5. Ils sont mariés, ça fait 5 personnes. Ils dormaient la nuit, puis il y a eu écoulement de terrain ici. Ils sont tous en bas. On attend les engins pour venir creuser et enlever les corps. Tonton Alex n'est pas plus, me voici à bas pour ça. Vous commencez par où? Informé, le gouverneur de la région de l'Ouest et son état-major sont descendus sur le lieu du sinistre. Autour de 22 heures, il y a eu un éboulement à Ngouaché, septembre 63, le bloc 6. Après cet éboulement, on a enregistré 11 maisons qui sont vraiment enterrées. Et après les interventions des autorités administratives, forces de maintien de l'ordre et de la population, on a pu retirer en ce moment 7 corps. Mais je peux vous dire que dans les décombres, on a identifié plus de 50 personnes qui sont portées disparues. Et à l'heure actuelle, les interventions sont en cours pour pouvoir déterrer et retrouver les corps ou les disparus. Donc c'est ça qui se passe maintenant. En visite dans la région de l'Ouest, le ministre de la décentralisation a lui aussi fait escale sur les lieux. Les blessés ont été conduits à l'hôpital régional de Bafoussam. Les fouilles, quant à elles, continuent. L'espoir de retrouver les survivants est très mince. Les pluies diluviennes continuent de s'abattre dans la région de l'Ouest, laissant planer la crainte des dégâts. Le risque d'autres catastrophes similaires est permanent. Voilà donc qui nous rafraîchit la mémoire de ce qui s'est déroulé il y a quelques semaines du côté de Bafoussam. Et les Camerounais d'ici et d'ailleurs se sont mobilisés et continuent de se mobiliser pour sauver également les 49 familles en difficulté aujourd'hui. Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Merci. Nous parlons du cas de Ngouaché. Oui, de l'éboulement qui s'est tenu à Bafoussam. Nous avons eu des réactions de par le monde entier, de la diaspora comme du Cameroun, et les différentes contributions sont les suivantes. Bienfaitrice 2500, beaucoup Élise épouse Noutseu 1000 francs, famille Tembe 20 000, Madame Djomoros et ses enfants à village 10 000, famille Ngansop à Samelima 5 000, Borga Ronstan 1000 francs, bienfaiteur de France 20 346 francs, Taranang Gaël de Douala 5 000, Fopi Boris 1000 francs, Éléonore Laure Mafo Fokwa épouse Nouksogwe 12 000,
Famille Chenju, 1000 francs. Victor Chimamo Fokwa, 5000. Relidis Nejenge Puselabi, 5000. Brigitte Mochum, 3000. Jeyu Mekamkwi Wanko, 1000 francs. Aristide Djiwo Douangla, 550. Berlin Joanon Lekangni, 1000 francs. Voltaire Koupa, 1000 francs. Justine Valérie Simo, 2000. Siméon Miran Bonkwa, 1000 francs. Neter Li Nyamsi Chacho, 1000 francs. Sinclair Gassam Watat, 1000 francs. Castro Nitendem, 1500. Fidel Noudjom, 1000 francs. Jules Ngebou Fogwe, 1000 francs. Guillaume Noupoué, 1000 francs. Denise Christelle Chumou, 2500. Arnaud Kenye, 1000 francs. Gilles Christian Méli Chomene, 1000 francs. Alette Noutier Zéchou, 5000. Père André de Douala, 5000 francs. Dongo Tan Rosaline Marie, 1000 francs. Bienfaiteur, 2500. Bienfaitrice, 10 000. Nekam Tala Georges, 10 000. Famille Tonia, 2500. Wamba Franki, 2000. Tekle Bachanga, 3000. Achille Chafak, 5000. Michel Pougwe Mwafi, 2000. Narcisse Va, Tassinkou Lonken, 10 000. Ernest Ndjombossier, 2000. Cédric Tezom Gefak, 100 francs. Mathurin Tiado Pougoum, 15 000. Thierry Téné, 5 000. Mekam Kouijeu, 2000. Anonyme, 2000. L'artiste, 1000 francs. Yabo, 2000. Bienfaiteur de Noubel, 1000 francs. Nathan Yanis, 25 000. Famille Chafak Achille Bafoussam, 5 000. Noutso Gwelor, 12 000. Sisekou, 5 000. Professeur Janchou Bako Prévost à Montréal, Canada, 100 000. Professeur Janchou Bako Prévost Montréal au Canada, 100 000. Diagnostic Cameroun, 300 000. Chinou Serge, 500. Couple Baleba, 7 500. Ernest Tamba, 28 540. Steve Ludo, 5 000. Guillaume Cyril Kenfak, 5 000. Valérie Kadje Kamga, 1000 francs. Asmou Johnson aux États-Unis, 50 000. Boucher Brice, 20 500. Lemeni François, 5 000 francs. Association Ida de Bonamoussadi, 150 000. Cercle des amis dynamiques de Bonamoussadi, de M. Choumi Paul, 200 000 francs. Bienfaiteur de Douala, 10 000. Lover Ocross, 5 000. La famille Boyem Yacinthe, 5 000. Donald Adrien, 15 000. Une compatriote de la Grande-Bretagne, 5 000. Auge Bertrand Chouanté d'Allemagne, 50 500. Nous avons un montant de 1 315 536 francs pour le cas de la catastrophe de Ngouaché. Voilà. Ça fait partie des contributions déjà enregistrées, les contributions qui viennent de par le monde. Tout à fait. Tous ceux qui ont la main sur le cœur et pensent à ceux qui sont en difficulté du côté de Bafoussam en ce moment. On parle pratiquement d'une quarantaine de familles, 49 familles au total, ces familles qui ont besoin de notre aide, de votre aide. Merci de continuer à contribuer. Et sur ce plateau, nous avons une association qui apporte une contribution justement dans ce cadre des victimes de Ngouaché. Tout à fait. Nous avons une association qui a également été touchée par la catastrophe, l'éboulement de Ngouaché, qui est actuellement sur ce plateau avec nous, à savoir l'association Glofet. Glofet, voilà. Ici, nous avons le président, président Mbanui. Bonsoir. Good evening. Bienvenue sur ce plateau. Vous avez également eu la main sur le cœur, comme on dit. Vous avez pensé à ceux qui sont en difficulté en ce moment à Bafoussam. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec Vanessa Nguesse. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre micro, voilà. Bonsoir. Voilà, c'est vous qui tenez l'enveloppe, on voit bien. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté? Actually, Glofet is here today because it is an association of young, positive-minded volunteers who have the objective to touch the lives of those that are in need. So, being in line with what we do already, so we saw it important to sympathize with those families that are affected in this landslide. It is one of a kind. It has never happened. So Glofet always go out for situations like this.
D'accord. Vous êtes sensible justement à ce qui est arrivé à ces populations de Bafoussam. Vous êtes secrétaire général de cette association. Oui, c'est ça. Vous avez accompagné le président et c'est vous qui tenez l'enveloppe. C'est quel montant? 100 000 francs. 100 000 francs, c'est ça. Ça, c'est ce que l'association GLOFET apporte notamment comme soutien aux populations de Bafoussam. Oui. Voilà, les 49 familles. Les 49, oui, il faut bien préciser. Voilà. 49 familles. Vous mettez l'enveloppe, je passe à Irène. Merci. Merci. We also want to take this opportunity to talk about another project in line with the International Handicap Day, which is on the 10th of December. GLOFET also have a project to touch the life of at least 150 handicapped persons in partnership with the Handicap Center of Bepanda. So we are also inviting other structures, other organizations who are having the same vision like us to join us in this type of activities. D'accord. Merci de penser également aux personnes handicapées. Vous avez pensé à ceux-là aussi qui ont besoin de soutien et d'aide. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous n'allez pas partir, vous restez avec nous, Irène Tembe, puisque nous allons également évoquer le cas de Stéphane, qui est également, c'est un jeune qui a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait à l'école. À Bafan. À Bafan. Il est tombé sous le pont parce que c'était un pont défectueux. Et nous allons vous proposer le reportage. Juste après, nous donnerons l'une des bonnes nouvelles, puisque c'est encore le début. Et c'est juste après cet extrait que nous vous proposons. Stéphane découvre le pire lorsqu'il veut vider sa vessie. Mon iris, quand les urines voulaient venir, je ressentais une douleur atroce. Cela m'empêchait même de soulever encore les pas là où j'étais. Mon ami avec qui j'étais a demandé que mais qu'est-ce qui ne va pas, Stéphane? Il dit que moi-même j'ai fait avant qu'il maintenant lui mettait au courant qu'il est comme ça. J'ai fait un accident le matin quand je venais en classe. Actuellement, il m'a dit que mais je me déshabille. Je me rends compte que j'avais l'inflammation au niveau de mon appareil génital, mon testicule, tout ça était enflé. Et au bout de mon pénis, c'est le sang qui venait. Directement, il a emprunté une moto pour m'amener à la maison. C'est de la maison maintenant qu'on m'amène à l'hôpital d'urgence. La formation sanitaire qui accueille Stéphane est le centre de santé intégré d'Ndokovi. Les responsables du centre intégré, impuissants face au mal de Stéphane, réfèrent le cas à l'hôpital du district de Bafan. Et c'est de là que la situation de Stéphane change négativement, puisqu'il tombe sur un infirmier qui voulait s'essayer en chirurgie d'un niveau élevé. Et voilà, c'est un reportage qui retrace un peu la vie de Stéphane. Stéphane qui est donc aujourd'hui en phase d'être pris en charge, mais sa prise en charge se complique parce que le plateau technique au pays ne permet pas. Il est question aujourd'hui qu'il soit évacué à l'étranger. Il a donc bénéficié d'une évacuation sanitaire. Il est intémé en Inde. Oui. Il devra aller en Inde. Tout à fait, il devra aller en Inde. La ville de Bombay. Oui, précisément dans la ville de Bombay. Oui. Et la facture s'élève à un montant, c'est dans les 5 millions de francs CFA. Oui. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous adressons encore un coup de cœur pour demander à nos chers bienfaiteurs de mettre la main à la pâte. Et nous allons continuer la suite des contributions. Siwe, 2000 francs, Kwekam, 2500, Gobem, 10 000, Keptundi Jose, 2500, Fofé, 1000 francs, Kamgem Léopold de Yaoundé, établissement Sawa Papeterie, 7500, Madame Evoudou de Koto Village, 5000, Famille Tinda, 2000, Michel Akono, 5000, Madame Michel Akono, 5000, le père de Cristobal à Village, 5000 francs. Couple chrétien de la paroisse Sainte Famille de Ndorpassi, zone de recasement, 5000 francs.
Famille Noubissi de Sab, 1500. Madame Djanda, 10 000. Femmes solidaires F4 de Port-Gentil au Gabon, 20 000. Association de Ndorbonne, 100 000. Groupe Séraphin La Main sur le Cœur, 43 000. Association Solidarité Fin Goudron de Ndorbonne, 200 000. Association Les Colombes, 25 000. Bienfaiteur de la Guinée équatoriale, 2 000. Vitel de Ngaoundéré, 1 000 francs. Dieudonné Kamdem du Gabon, 5 000. Madame Maténé, 10 000. Bienfaiteur des États-Unis, 20 490 francs. Bienfaiteur des États-Unis, 400 000. Une âme de bonne volonté, 50 000. Ludovic de Cinquantès, 8 000. Docteur Water Abaonté, 5 000. Bienfaiteur, 2 500. Bienfaiteur du Congo, 25 000. Une famille chrétienne à Tchang, 6 500. Madame Geko Berlin, 5 000. Tchejip Nathalie Gaël, 2 000. Monsieur et Madame Nangmo, 3 000. Ndjoke Louise, 1 000 francs. Une famille chrétienne à Bipanda, 2 000. Bienfaitrice de Parcours Vita, 2 500. Une famille derrière le lycée de Tchang, 10 000. Couple Baleba, 7 500. Une chrétienne de la paroisse Saint-Esprit de Omnisport, 2 500. Brad de Makepe, 10 000. Maman Bouillon de Feu Rouge Bessengue, 2 000. Le béni de l'Éternel de Niala, 2 000. La famille Boyer Yacine, 5 000. Nous avons un montant de 2 816 990 francs CFA pour l'instant. Oui, pour l'instant, et il faut 5 millions de francs CFA pour l'évacuation sanitaire de Stéphane. Stéphane qui va donc se rendre à l'hôpital Artémis, donc je le dis comme ça, de Bombay, c'est en Inde. C'est cette formation sanitaire qui va accueillir Stéphane pour sa prise en charge. Tout a déjà été calibré, mais il faut juste des moyens pour son départ. Et nous avons sur ce plateau également des associations et autres qui continuent donc à contribuer à apporter de l'aide donc à ce cas à Stéphane. Nous avons Pierre Sofo qui est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir tonton Fabien. Vous êtes le président de la coordination des jeunes de la paroisse de l'église évangélique du Cameroun Ndorbonne. C'est bien ça. Oui, vous êtes avec nous et vous n'êtes pas seul. Vous êtes également avec Madame Boujeke Myriam. Bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes présidente de la chorale La Colombe. Effectivement. Voilà, vous voulez au secours de Stéphane. De Stéphane, oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous lui avez apporté? Nous lui avons apporté notre contribution, puisque depuis que les médecins ont déclaré qu'il va être évacué, nous avons multiplié les efforts. C'est pourquoi nous sommes en ce moment réunis pour pouvoir lui donner notre soutien par rapport à notre contribution. Ce n'est pas la première fois. Il y a environ 7 mois, vous étiez déjà, vous aviez contribué en tout cas pour lui. Et l'annonce de son évacuation sanitaire vous a davantage galvanisé et vous êtes mobilisé pour une seconde fois pour le soutenir. Oui, c'est bien ça. Nous voulons profiter aussi toujours de la même occasion pour pouvoir inviter encore nos frères et sœurs, ceux-là même qui ont même déjà mis la main dans la pâte, de pouvoir continuer à nous aider afin que notre frère Stéphane puisse bénéficier de ce déplacement, d'aller en Inde, de se faire opérer et de revenir dans notre pays. Alors, Myriam, oui. Vous avez quelque chose à dire par rapport à... Effectivement, ce que je vais ajouter, c'est que nous, en tant que chorale, Stéphane est avec nous tous les jours. Il y a des moments où il n'est pas avec nous. On comprend que ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu l'action d'Equinos qui était à ce moment déjà à 2 millions de francs CFA. On s'est dit, c'est vrai, on prie pour Stéphane, mais la foi marche avec les œuvres. On s'est dit donc, nous, en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour que le cas de notre frère soit résolu rapidement? On s'est donc donné les résolutions d'approcher nos familles individuellement, d'approcher les anciens d'église, d'approcher les membres d'honneur de la chorale, d'approcher même les fidèles de la paroisse. Donc ce montant, c'est une collecte générale qui a été faite
Et le Seigneur a béni le projet et nous en sommes arrivés là. Ok. Alors, vous avez apporté une somme de 600 000 francs, oui. Oui. Pour encourager Stéphane, soutenir Stéphane, pour qu'il aille en Inde. Effectivement. Et qu'il revienne en bonne santé. Effectivement. À côté de toutes les prières. Effectivement. Et nous savons même déjà que la guérison, Stéphane l'a déjà reçue. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc tout ce qui va avec, ce sont les formalités à suivre, mais la guérison, nous savons que Stéphane est déjà guéri. D'accord. Vous allez continuer à prier. Amen. Irène, ça vous l'enveloppe? Tout à fait. Il faut déjà saluer le geste, saluer les jeunes de la paroisse de l'église évangélique du Cameroun de Ndorbonne et dire que ce montant ajouté aux 2 816 000 que nous avons communiqué précédemment, nous retrouvons un montant de 3 421 990 francs CFA. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas très loin du compte. Il faut encore pour que nous puissions atteindre le bout du tunnel. Nous disons à tous nos bienfaiteurs de mettre la machine de la solidarité en marche à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 25 16 et bien vouloir préciser le cas pour lequel vous contribuez. Merci. Merci à vous, Irène. Merci également à nos invités, Pierre Sofo, et à vous également. C'est nous qui vous remercions. Madame Boujeke, Myriam. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette autre édition de Regard Social. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci. Il s'agit d'Eric Ouattad, Cédric Chouna, Georges Mitterrand-Dam, et puis Cédric Nana, Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social, Danny Warren Zedeke, le réalisateur de cette émission, le public qui est avec nous comme tous les jeudis. Et je suis Flavien Dongo. Madame, Messieurs, bonsoir.